Vous avez dit que l'Iran connaît la région. Nous savons que l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, tous ces pays sont dans cette région. Ils s'y trouvent. Ils doivent la comprendre. Voyez-vous ce type de compréhension? Quelle est leur perception selon vous à mesure que le temps passe? Est-ce que cela va changer? Vont-ils modifier leur politique envers l'Iran, envers le Yémen, envers l'Asie occidentale, ou vont-ils persister dans leur façon de voir les choses? Parce que l'attaque contre l'Irak, pour être honnête, ne montre pas, selon moi, que l'Arabie saoudite comprend totalement la situation dans laquelle elle se trouve. Et nous verrons peut-être, ce soir ou demain, une nouvelle attaque venant d'Irak contre l'Arabie saoudite, contre une installation pétrolière saoudienne. À mon avis, cela arrivera tôt ou tard. Mais si je pose cette question, c'est que, même si nous parlons beaucoup de l'Iran, tout ne dépend pas de la position de l'Iran. Cela dépend des politiques menées en Arabie saoudite, au Qatar, dans tous ces pays. C'est une combinaison d'idées et d'états d'esprit dans cette région. Eh bien, disons-le comme ça. L'Iran pourrait subir des dommages catastrophiques à sa capacité de production d'énergie et survivre malgré tout en tant qu'État-nation, y compris avec le gouvernement actuel. Parce qu'il dispose d'institutions de gouvernement liées à une constitution, elle-même liée au peuple. Le peuple, c'est l'Iran. Maintenant, regardons les États arabes du Golfe. Ce sont une bande de princes et de cheikhs gros, obèses et parfumés qui ont obtenu leur poste parce que les Britanniques les ont nommés, les ont consacrés comme dirigeants d'anciens territoires coloniaux. Ils sont faux, totalement faux. Ils n'ont aucun lien avec le peuple. Ils ne sont pas issus du peuple. Ils ne sont pas élus par le peuple. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et croyez-moi, le niveau de corruption auquel se livrent ces soi-disant dirigeants dépasse l'entendement. Si le peuple découvrait un jour la vérité sur ce que font ces dirigeants en son nom, sur la façon dont ils détournent la richesse nationale pour leur propre perversion personnelle, ce serait leur fin. Ces États arabes du Golfe sont donc confrontés à la question de leur survie existentielle à venir. Ils doivent pouvoir produire de l'énergie afin de produire la richesse qui finance leur existence. Et une partie de cette existence consiste à soudoyer le peuple. Ils ont tellement de richesses pétrolières qu'ils distribuent des subventions, des voitures, peu importe. C'est un pot de vin au peuple. Mais la vaste majorité de cette richesse sert à entretenir un train de vie qui dépasse l'entendement. Et s'ils perdent cet accès à ces fonds, d'abord, les pots de vin disparaissent. N'oubliez pas, la première chose qu'ils vont couper, c'est l'argent destiné aux autres, pas à eux-mêmes. Mais ensuite, leur capacité à maintenir leur train de vie disparaît, tout comme leur capacité à financer les coûts des dispositifs de sécurité qui les maintiennent au pouvoir. Des dispositifs de sécurité liés aux États-Unis et à d'autres pays par divers accords de défense. Tout cela se délite. Ils voient déjà leurs relations sécuritaires avec les États-Unis disparaître. Alors ils doivent se poser la question, qui va nous financer? Qui va s'occuper de nous? Qui va nous protéger? Qui va nous défendre? Et la réponse aujourd'hui, c'est personne. Ils sont donc livrés à eux-mêmes. Et puis, vous savez, ils deviennent vraiment faibles aujourd'hui. Parce qu'il suffit que l'Iran ou les milices populaires en Irak lancent des attaques qui mettent hors service la production d'énergie. Et là, vous savez, le robinet de l'argent se ferme. Et quand ça arrive, ces gens-là fuient pour sauver leur vie ou ils meurent. Oui, parce qu'il y aura un violent bouleversement au Moyen-Orient. Vous savez, on parle du printemps arabe. Le printemps arabe finira par souffler là où il aurait dû souffler, sur ces princes parfumés et non élus du Moyen-Orient. Donc je pense qu'ils comprennent la situation difficile dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Et vous savez, je pense que la Chine aura un rôle très important à jouer à l'avenir, parce qu'elle a besoin de stabilité économique. Et je pense qu'elle ne joue pas à des jeux de morale.
C'est plutôt qui est au pouvoir. C'est vous. Très bien, on traite avec vous. Mais la Chine a déjà montré qu'elle était encline à négocier un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Peut-être pourrait-elle le refaire si on lui en donnait l'occasion. Mais la Chine ne peut pas agir diplomatiquement dans une région dominée militairement par les Américains. Il faudra donc démanteler la présence militaire américaine, ce qui est en quelque sorte l'antithèse des dispositifs de sécurité dont ces faux Sheikhs ont besoin pour maintenir au pouvoir leur famille royale gâtée. C'est une période très dangereuse, très instable. Mais l'Iran a toutes les cartes en main. L'Iran peut mettre fin à l'existence de chacune des classes dirigeantes arabes du Golfe en une semaine. Il lui suffit de lancer ses missiles. Mais attention à ce que vous souhaitez. Parfois, le chaos et l'anarchie qui s'ensuivraient n'en vaudraient peut-être pas la peine. C'est là que les Chinois, je pense, jouent un rôle. Ils disent « Hey, nous pouvons faire des affaires avec ces États arabes du Golfe. Nous avons déjà fait des affaires avec eux. Laissez-nous apaiser les tensions. Laissez-nous ouvrir des possibilités en continuant à faire des affaires avec eux. » Et je pense que cela conviendrait à l'Iran. L'Iran, vous savez, ce n'est plus l'Iran des années 1980. Je ne pense pas que le souhait de voir les provinces orientales saoudiennes se soulever ou bahreïens se soulever soit aussi présent aujourd'hui qu'il l'était autrefois. Si cette guerre se poursuit, on pourrait voir certains des anciens durs revenir au pouvoir et dire non, il faut le faire. Mais pour l'instant, je pense que l'Iran se contenterait de stabilité. Parce que, souvenez-vous, l'Iran a opéré un pivot, un éloignement de l'Occident. Et cela implique aussi de se détourner des territoires sous l'influence de l'Occident, notamment les États arabes du Golfe. Tout ce dont l'Iran a besoin de la part des États arabes du Golfe, c'est de stabilité, de paix. Il ne lui faut rien d'autre. Il n'a pas besoin de faveurs, ni de quoi que ce soit de ce genre. L'Iran a déjà noué des liens avec son avenir, la Russie, la Chine et l'Est. Et c'est dans cette direction que, selon moi, l'Iran ira. Pensez-vous qu'il y a eu hier un article de Reuters affirmant que les États-Unis ont récemment utilisé des HIMARS et des attaques MS et que, vous savez, ils frappaient la partie ouest de l'Iran, juste à côté de la frontière irakienne, dans cette province-là. Et il semble que Reuters ait rapporté, dans un article récent hier, que les États-Unis commencent à manquer de ces missiles, les attaques MS et les PRSM, des missiles de précision. Et la portée de ces missiles est de 250 ou 300 km, si je ne me trompe pas. The range of these missiles is 250 or 300 kilometers, if I'm not mistaken. And this is one part if they try to go on offensive. C'est un aspect, s'ils essaient de passer à l'offensive, Scott. L'autre aspect, ce serait l'utilisation par les avions de chasse de missiles à longue portée, comme les missiles Tomahawk et d'autres de ce type, qu'ils peuvent tirer loin des frontières iraniennes. Car, lors des attaques récentes, les dernières en date, nous n'avons vu aucune incursion dans l'espace aérien iranien. Partons de l'hypothèse que Donald Trump envisage toujours une nouvelle phase de guerre avec l'Iran. Quelle est son option? Parce qu'aujourd'hui, il a dit qu'il allait intensifier les choses, qu'il allait les frapper durement s'ils n'acceptaient pas ce que Donald Trump demande. Enfin, les mots ne tuent pas les gens, en temps normal. Ils peuvent conduire à des politiques qui tuent des gens. Mais dire qu'on va détruire l'Iran et détruire l'Iran, ce sont deux choses totalement différentes. Comme vous l'avez souligné, la pénurie d'armes aux États-Unis a conduit à différents modes d'emploi de la violence cinétique contre l'Iran. Nous manquons cruellement d'armes à longue portée, tirées à distance depuis des avions. Donc, avec les avions, nous avons dû utiliser ce qu'on appelle des JDAM. Ce sont des bombes équipées de systèmes de guidage par satellite qui leur permettent de planer. Si vous les larguez à une altitude assez élevée, la bombe peut planer sur, vous savez, une distance définie, pendant une durée définie,
et frapper une cible. On ne va pas très loin avec ça parce qu'il faut maintenir l'avion hors de portée des défenses antiaériennes. On utilise les HIMARS, c'est-à-dire le système GMLRS. On utilise les attaques AMS. Ensuite, on utilise le missile de frappe de précision. D'après ce que je comprends, on est presque à court de missiles de frappe de précision. Je crois qu'il n'y en avait que 90 au départ. On en avait tiré 80 le mois dernier et il en reste 10. On ne peut pas faire grand-chose avec 10 armes. Pour les attaques MS, on a pratiquement épuisé les stocks. Il faut en retirer à la Corée du Sud et à l'Europe. Et dès qu'on fait ça, on perd alors tout le potentiel qu'on pouvait avoir, quel qu'il soit. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel parce que les Ukrainiens utilisent des attaques MS et des HIMARS contre les Russes. Et les Russes ont compris comment brouiller le signal GPS et comment leurrer le guidage inertiel. Et en gros, perturber ces attaques au point que le taux de réussite est en réalité très faible. Mais l'Iran a peut-être, ou peut-être pas, cette capacité de leurrage. Je ne sais pas quels dégâts de guerre sont infligés à l'Iran. Je suppose que la Russie a probablement partagé sa capacité à contrer les HIMARS et les attaques MS, et que les Iraniens appliquent ces mesures eux aussi. Mais nous les utilisons parce que nous n'avons pas assez d'armes à longue portée. Nous avons épuisé nos stocks de Tomahawk. Donc nous bombardons essentiellement la bordure ouest et la bordure sud de l'Iran avec ce que nous avons. Mais nous ne pouvons pas frapper en profondeur. L'Iran dispose de missiles dont la portée est supérieure à celle des nôtres. Cela signifie que l'Iran peut agir depuis une profondeur stratégique que nous ne pouvons pas atteindre avec les armes dont nous disposons. Il peut frapper tous les pays arabes du Golfe et aller plus loin à l'intérieur de la Jordanie. Donc, vous savez, ce que vous avez décrit prouve de façon irréfutable que nous ne pouvons tout simplement pas mener une guerre plus large contre l'Iran. Nous avons atteint le maximum de notre potentiel de combat. Nous n'avons pas la capacité de projeter réellement notre puissance, de manière durable, dans la profondeur stratégique iranienne. Pendant ce temps, l'Iran continue de pouvoir menacer l'ensemble de la profondeur stratégique des États-Unis et de nos alliés dans la région. Il y a 2 points importants pour Donald Trump. L'un d'eux, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz, un retour à la situation d'avant le début de la guerre, tous ces navires qui y entrent et en sortent à nouveau. L'autre point, c'est le programme nucléaire iranien. Et au regard de ces 2 points, il semble que Donald Trump cherche actuellement à pousser ou à forcer les Iraniens à parler du programme nucléaire à ce stade. C'était un sujet dont ils étaient censés parler pendant le protocole d'accord. Le protocole d'accord aurait été la première étape. La deuxième aurait porté sur le programme nucléaire iranien. Et cette fois-ci, Donald Trump a essayé de le faire. Il a essayé de parler du programme nucléaire iranien. L'Iran a répondu non, nous n'allons pas en parler. Ce sera plus tard, une fois que les conditions préalables auront été remplies ou mises en œuvre. Et du point de vue des personnes autour de Donald Trump et de Donald Trump lui-même, que comprendrait cet accord? Cet accord qui inclurait, vous savez, le détroit d'Ormuz avec l'Iran, ainsi que le programme nucléaire. Et comment voyez-vous la possibilité de parvenir à une quelconque entente nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, alors que nous savons à quel point il est difficile pour Donald Trump et son administration de lever les sanctions primaires et secondaires? Eh bien, vous avez décrit 2 séries de problèmes. La première, c'est un problème de politique intérieure pour Donald Trump, concernant les sanctions. Au fond, même si le Congrès ne peut pas lever les sanctions, le président dispose dans chaque loi sur les sanctions d'une clause qui lui permet d'y déroger sans passer par le Congrès. Il devra peut-être envoyer un rapport, mais il n'a pas besoin de demander d'autorisation.
Il peut dire « Non, je ne le ferai pas » et le Congrès ne peut rien y faire. Donc le président a bien cette porte de sortie. Le problème, c'est que les élections de mi-mandat approchent et que le président ne peut pas se permettre des tensions politiques intérieures, surtout quand elles peuvent être exploitées aussi efficacement que la question iranienne. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il suffit que Laura Loomer dise que 50 000 manifestants iraniens ont été tués. Et alors, dans l'esprit d'un pourcentage important d'Américains conservateurs, cela devient la vérité. Et ça rend ensuite difficile pour le président d'agir politiquement, parce qu'il y aura alors une opposition au Congrès. Le président a donc une bataille difficile à mener sur ce terrain. Comme je l'ai déjà dit, un accord est en train de se préparer. Si j'étais le négociateur, je ne veux pas me vanter, mais si j'étais le négociateur, nous aurions un accord. Je ne doute pas une seconde que nous aurions un accord. Je vous l'ai déjà exposé auparavant. L'accord, c'est un accord entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz, dans lequel les États-Unis se positionnent sur la partie omanaise. Donc, quel que soit l'accord bilatéral, il permet à Trump de dire « Oh, j'ai un minimum de contrôle sur le détroit d'Ormuz que je n'avais pas auparavant. » Et l'autre élément, sur l'accord nucléaire, ce serait que l'Iran accepte, en gros, l'accord négocié par Oman le 27 février, qui était prêt à être signé quand les États-Unis ont bombardé le 28 février, et qu'ils reviennent à cet accord-là. Et la façon de le vendre, c'est de dire que c'est un meilleur accord que le JCPOA signé par Barack Obama. Ça donne à Trump une porte de sortie politique. Avec ces deux portes de sortie politique, je pense que Donald Trump pourrait se retirer, se contenter de gérer les questions de politique intérieure et laisser au prochain président le soin de faire face à l'effondrement de la position américaine au Moyen-Orient. Vous savez, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Vous savez, d'abord, on ne pourra pas simplement intervenir de nouveau et reprendre ce qu'on faisait par le passé. Nos infrastructures ont subi trop de dégâts. Donc il va falloir attribuer des contrats. Il va falloir négocier des contrats avec des gouvernements hôtes qui ne seront peut-être pas très enthousiastes à l'idée qu'on poursuive cette relation. Il y a des fonds qui doivent être alloués. Et donc beaucoup de choses peuvent être faites sur le plan intérieur, sur le plan politique, sans que Trump ait besoin de dire « je me retire du Moyen-Orient ». Mais le fait est que nous nous retirons du Moyen-Orient. Et ensuite, on laisse à l'administration suivante le soin de défaire tout cela, en rejetant la faute sur elle. Vous savez, ce sont le genre de manœuvres politiques qui seraient possibles si Donald Trump était un acteur rationnel. Il ne l'est pas, donc on ne sait tout simplement pas ce qui va se passer. Dans quelle mesure l'administration Trump est-elle impliquée dans le soutien à l'Ukraine dans la guerre en cours contre la Russie, Scott? Pas tant que ça. Je veux dire, vous savez, au début de la guerre, et là encore, on revient au général Donahue, des HIMARS ont été fournis. Pour que l'Ukraine puisse les utiliser, nous avons dû créer une cellule de ciblage en Allemagne. Je crois qu'elle a été mise en place à Wiesbaden. Et à Mainz-Kastel, il y avait une équipe technique plus spécialisée. Mais pour pouvoir tirer avec les HIMARS, notamment d'une manière qui permettait, parce que l'un des aspects essentiels, ce n'était pas seulement de les faire tirer, c'était aussi de les faire survivre. Nous ne voulions pas fournir des HIMARS à l'Ukraine pour que la Russie les détruise ensuite. Il y a donc des tactiques spécifiques. Ils ont été mis au point. Le corps des marines développe ce type d'opération. Faire atterrir un C-130, en faire descendre les HIMARS, récupérer les données de ciblage, tirer, remonter à bord et redécoller avant que qui que ce soit ait compris ce qui s'est passé. Mais cela exige un ensemble précis d'algorithmes de ciblage à télécharger selon l'endroit où ils se trouvent.
Donc, ils reconnaissent un site à l'avance. Le C-130 atterrit, ils sortent, boum. Confirmation. Données chargées. Tir. Et pour survivre, l'Ukraine avait besoin de la même chose, ce qui veut dire que les États-Unis sont devenus l'autorité de ciblage pour toutes les frappes de HIMARS. J'écris un article qui dit « Attendez une minute ». Cela veut-il dire que nous avons essayé d'assassiner le maire de Gorlovka en septembre 2022? Oui. Cela veut-il dire que nous avons délibérément frappé un théâtre où des enfants répétaient du ballet en novembre 2022? Oui. C'est exactement ce que cela veut dire, parce qu'ils n'auraient pas pu tirer ces missiles sans nous. Donahue a mis en place un système. En gros, les États-Unis déterminaient les endroits depuis lesquels ils allaient tirer. Les Ukrainiens s'y rendaient. Ensuite, nous recevions leur dossier de ciblage, puis nous approuvions ce dossier en envoyant les données. On n'appelait pas ça une cible. On appelait ça des points d'intérêt. Un point d'intérêt. On ne disait pas cible. Mais il faut entrer les données. Ce sont des données spécifiques, programmées. Ce n'est pas simplement, vous savez, des gens qui se disent « Oh, mettons ma position et leur position ». Non. Il faut communiquer avec un missile relié au GPS. Et il y a un système de guidage inertiel qui prend des décisions algorithmiques sur la manière de déplacer les ailettes de guidage pour l'amener jusqu'à la cible. C'est un ensemble précis de codes que seuls les États-Unis peuvent utiliser et qu'une unité spéciale en Allemagne peut aussi utiliser. Et donc, chaque cible visée par l'Ukraine a été traitée de cette manière. Ça, c'était au début. Puis les États-Unis ont commencé à réduire, vous savez, à jouer à des jeux politiques, à couper le renseignement. Alors les Ukrainiens ont fait en sorte de reproduire le ciblage avec leurs partenaires occidentaux. Différents types de données étaient intégrés. Ensuite, ils ont essentiellement reproduit le code pour que les Ukrainiens puissent eux-mêmes saisir les données de ciblage des HIMARS. Aujourd'hui, nous savons donc que les Ukrainiens disposent d'une certaine autonomie sur ce point. Ainsi, lorsque les États-Unis disent leur refuser l'accès aux renseignements, ce que nous faisons toujours, les Ukrainiens ont des solutions de contournement. Mais cela ne suffit toujours pas, car les Russes ont leur propre capacité à brouiller les signaux GPS et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, le refus de fournir des renseignements n'est pas aussi déterminant que tout le monde le prétend, parce que l'Ukraine a trouvé une solution de contournement avec l'Europe. Ils peuvent louer des images satellites commerciales, et ils le font. Le problème, ce sont les systèmes d'armes, et surtout le plus important, la défense aérienne. Ne nous racontons pas d'histoire. Le missile PAC-3 est le seul qui fonctionne face aux capacités russes en matière de missiles balistiques. Contre les drones, vous savez, d'autres systèmes peuvent marcher. Mais le PAC-3 est le seul qui ait la moindre chance d'abattre un Iskander. Il n'a pratiquement aucune chance d'abattre un Zircon ou un Kinzhal. Dans des conditions de tir réelles, ça n'arrivera jamais. Mais le PAC-3 leur a permis de limiter certaines attaques d'Iskander, puis de libérer des capacités pour faire face au calibre et ensuite aux drones. Ils n'ont plus de missiles. Il ne leur en reste aucun. Je crois qu'il y a eu une attaque de 57 missiles l'autre nuit. Ils en ont tiré un, leur dernier PAC-3, et c'était tout. La nuit dernière, il y a eu une attaque. Il n'y avait pas de défense antimissile. Il n'y a plus rien. Et c'est la fin de l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas se défendre. Elle ne peut pas se défendre. Ce qui veut dire que la Russie pourra agir librement. On dit que la Russie a fait venir une brigade d'artillerie nord-coréenne qui tire un équivalent de l'Iskander-M, et que jusqu'à 120 de ces missiles ont été amenés avec cette brigade. Ce qui signifie que la Russie ne manquera jamais de puissance de feu.
L'Ukraine ne s'en remettra jamais. Donald Trump n'a pas seulement menti à l'Ukraine au sujet d'une autorisation pour un patriote. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit à Ankara. Je vous donne une autorisation. Oui, il faut passer par là, mais ce ne sera pas un problème. C'est un gros problème, et ils n'auront pas l'autorisation. Ensuite, ils sont venus dire, on a besoin que vous nous donniez simplement 300 missiles. Trump a répondu, non, nous n'avons pas 300 missiles. Et les missiles que nous avons vont nous défendre. Nous, pas vous. Personne d'autre n'a de missiles. Il y en a quelques-uns stockés, mais l'Europe en est arrivée au point où elle ne peut pas puiser dans ses réserves tout en assurant sa propre défense. Et l'Europe commence à voir ce qui se profile. La Russie va gagner en Ukraine. Donc l'Europe n'est plus intéressée à jeter de l'argent par les fenêtres. Vous savez, on parle de construire un système conjoint. Vous savez, le Frankensam, je crois que c'est le nom du système ukrainien de défense aérienne. Mais ils ont besoin de composants, ils ont besoin de pièces. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de système de missiles. Et même s'ils en avaient un, il faudrait encore le produire ou l'assembler. Et oh, il n'y a pas de défense aérienne. Oui. Vous savez, là où le Frankensam sera construit, c'est là qu'il ira. Avec le temps, vous verrez, je pense que la Russie va maintenir le niveau et l'intensité de ses attaques. Ils vont détruire la totalité de la capacité industrielle de l'Ukraine et la totalité de ses infrastructures civiles en matière de distribution de marchandises, etc. Carburant, nourriture, approvisionnement. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous savez, Zelensky a stupidement laissé la campagne s'ouvrir et frapper des raffineries de pétrole. Je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête. Ils allaient avoir de gros incendies, de grandes flammes, beaucoup de fumée, waouh, et c'est tout. Ensuite, tout est détruit. Ils ont été stupides d'attaquer la navigation en mer d'Azov, stupides d'attaquer la navigation en mer Caspienne. Comment la Russie a-t-elle réagi? Elle a fermé la mer Noire. L'Ukraine n'a plus accès à la mer Noire. Vous savez, c'est fini. Et les États-Unis ne peuvent rien faire pour inverser la situation. C'est la réalité. Alors maintenant, les États-Unis, vous voyez, on commence à transférer à l'OTAN la responsabilité d'approvisionner l'Ukraine, et nous nous retirons, parce qu'il y aura un moment Kaboul. Vous voyez de quoi je parle. Chris Donahue, en pleine nuit, a été le dernier homme à monter sur la rampe d'un C-17, alors que le dernier avion décollait avec les dernières troupes, parce qu'on a été battu. Il va y avoir un moment à la Kaboul, quand le dernier Américain partira. Ça arrive bientôt. L'Ukraine ne peut pas survivre. Le président ukrainien peut tenir des réunions et aligner les belles paroles. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de défense aérienne. Et sans défense aérienne, on ne peut pas survivre. Sans défense aérienne, on ne peut rien faire de tout ce dont vous parlez. Comment construire une usine pour produire des systèmes de défense aérienne quand on n'a pas de défense aérienne pour protéger l'usine? La Russie a déjà montré qu'elle peut frapper n'importe où en Ukraine quand elle le veut. Ils frappent Lviv quand ils le veulent. L'Ukraine ne peut rien faire pour empêcher cela. Donc, ça ne peut qu'empirer. Et maintenant que la Russie a élargi la liste de ses cibles à cause de la stupidité de Zelensky et de sa campagne de 40 jours visant à intensifier les attaques contre les raffineries de pétrole, vous savez, la vie va devenir invivable en Ukraine. La Russie ne va pas frapper, vous savez, des immeubles d'habitation et ce genre de choses. Mais bientôt, il n'y aura plus d'eau. On ne peut pas vivre sans eau. Bientôt, il ne sera plus possible de distribuer de la nourriture parce que les centres de distribution explosent. Il n'y aura plus de carburant. La Russie a détruit 400 stations-service ces derniers mois, dont 200 de façon permanente. Les 200 autres pourraient être réparés si la Russie ne les détruisait pas à nouveau. Et ils vont étendre cela. Plus de production d'énergie, plus de distribution d'énergie, plus aucune capacité industrielle, plus d'emplois. Et le grand problème en ce moment, c'est l'absence de nourriture.
A big one right now is no food. It's harvesting time. C'est le moment des récoltes. Il n'y a pas de diesel pour les moissonneuses-batteuses, pas du tout. Et même s'ils récoltent, ils ne peuvent pas acheminer ça jusqu'au marché. Ils ne peuvent pas le distribuer en Ukraine même, et ils ne peuvent pas l'exporter pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, jusqu'à 60% de l'économie ukrainienne est à l'arrêt. L'Ukraine est en train de mourir. C'est un État qui se meurt. La Russie est en train de le tuer au moment même où nous parlons. Et les États-Unis ne peuvent rien faire pour changer cette réalité. Rien. Je me demande toujours pourquoi Kash Patel va en Russie en octobre. Vous disiez qu'il y allait à la mi-octobre. C'est peut-être une nouvelle orientation, parce que le seul domaine où nous avons eu des échanges dans les deux sens, c'est le partage de renseignements, les questions de sécurité. Il y a eu des alertes sur le terrorisme et des choses de cette nature, un partage d'informations masquées et immédiat. Alors peut-être que Kash Patel et qu'ils utilisent, vous savez, un intermédiaire auquel la Russie fait confiance. Parce que la Russie ne fait pas confiance à Kushner ni à Witkoff. Je veux dire, Lavrov a pratiquement fermé la porte. Il a dit, vous savez, qu'ils n'avaient jamais été honnêtes. Jamais honnêtes. Et si c'est vous qui, vous savez, racontez le mensonge, alors ce mensonge vous colle à la peau. Donc Kushner et Witkoff, je ne pense pas qu'ils aient encore la moindre crédibilité. Je veux dire, est-ce que la Russie les laissera entrer? J'en suis sûr, si Trump les envoie, ils les laisseront entrer. Est-ce qu'ils auront accès à Poutine? Peut-être, peut-être pas. Mais est-ce que ce sera une discussion de qualité? Non, parce qu'on ne leur fait tout simplement plus confiance. Ça n'a jamais été le cas. Enfin, il y avait toujours de l'espoir. Il y avait toujours l'espoir qu'ils puissent tenir leurs promesses. Mais après Anchorage, ils ont été démasqués comme des fraudeurs absolus, des menteurs absolus. Kash Patel pourrait arriver et offrir un nouvel intermédiaire. Alors, vous savez, on verra bien. Et écoutez, moi qui me rends souvent en Russie parce que je souhaite de meilleures relations entre les États-Unis et la Russie, j'espère que Kash Patel réussira. Parce que là encore, un conflit potentiel entre les États-Unis et la Russie, que ce soit à propos de l'Ukraine, des pays baltes ou de l'Arctique, placerait les États-Unis en position de faiblesse. Ce qui signifie que des armes nucléaires tactiques seraient utilisées très tôt. Et cela signifierait la fin du monde. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous ne voulons pas ça. Nous ne le souhaitons pas. Ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons, c'est la paix. D'ici à l'arrivée de Kash Patel, en octobre, je pense que la question ukrainienne sera encore mieux définie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous voyons les Russes avancer rapidement vers Sloviansk et Kramatorsk. Nous voyons des percées à Zaporizhia. Nous voyons un renversement de mauvaise fortune qui avait frappé Kherson et la Crimée. Oui, il y a beaucoup de drones. Oui, il y a encore beaucoup de drones, mais moins qu'avant. Il faut se demander pourquoi. La réponse, c'est que tous les opérateurs ukrainiens de drones sont en train de mourir. Ils sont tués. Les Russes ont inversé la situation en matière de domination des drones. Aujourd'hui, on ne peut pas circuler dans la ville de Kramatorsk parce que les drones russes sont partout. Ils ont repoussé la capacité de l'Ukraine à opérer librement et c'est une mort instantanée. Dès que la Russie obtient la supériorité des drones, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne détruisent tout, arrêtent tous les mouvements, et ce qui vient ensuite est inévitable. Et la capacité de l'Ukraine à riposter qu'elle avait auparavant, l'Ukraine était autrefois capable d'envoyer jusqu'à 10 000 drones par jour. Imaginez être opérateur de drone ukrainien et pouvoir faire voler un drone, boum, en faire voler un autre, boum, encore un boum, toute la journée, parce que les drones étaient inépuisables. Plus maintenant, ils font voler un drone, boum, puis encore un. Et là, c'est fini. Il faut attendre le réapprovisionnement. Mais maintenant, le réapprovisionnement arrive, les drones russes les détectent, boum, ils sont morts.
Ou bien ils sortent pour récupérer un drone de reconnaissance. Ils sont repérés, boum, ils sont morts. Le métier le plus dangereux au monde aujourd'hui, c'est opérateur de drones ukrainien. Ils meurent par dizaines. Et les usines qui pouvaient autrefois fonctionner sans conséquence sont en train d'être détruites par la Russie, à l'instant même où nous parlons. Chaque nuit, une nouvelle usine de drones part en fumée. Drone factory goes up in smoke. And so, Ukraine no longer has the ability to do that. Et donc, vous savez, l'Ukraine n'a plus les moyens de faire ça. Elle n'a pas les effectifs. Elle n'a pas de brigades entraînées. Elle perd des hommes par milliers chaque jour. La Russie? Non. Je pense donc que vous allez voir un renversement majeur de situation pour l'Ukraine sur le champ de bataille. Et à mesure qu'il fera plus froid, que les températures baisseront, il n'y aura ni chauffage, ni eau, ni nourriture. On voit déjà un désespoir politique en Ukraine, avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans les rues qui réclament des réformes politiques. Je ne pense pas que ces gens vont disparaître. Et je pense que lorsqu'ils commenceront à avoir faim, soif et froid, cela pourrait très bien marquer la fin du régime de Zelensky. Vous savez, le rêve ukrainien est terminé. Le général Zaloujny, qui, vous savez, en plus d'avoir été l'ancien commandant des forces armées ukrainiennes, a été ambassadeur en Grande-Bretagne, était donc devenu un fervent partisan de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne, a déclaré « Nous ne ferons jamais partie de l'OTAN et nous ne ferons jamais partie de l'Union européenne. » Alors, qu'est-ce que vous allez être? Qu'est-ce que vous allez être? Si vous ne pouvez être ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne, qu'est-ce que vous allez être? Et lui connaît la réponse, mais il ne peut pas la dire. Vous allez devenir un État agricole résiduel, absorbé par l'État de l'Union. L'Ukraine fera partie des trois sœurs, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Mais son statut sera considérablement réduit, parce qu'elle a perdu la capacité du moins pour le moment, je pense qu'elle ne récupérera pas Odessa. Elle pourrait ne pas récupérer Kharkov. Elle pourrait ne pas récupérer Soumy. Qui sait où les Russes traceront la ligne? Mais nous verrons. Je veux dire, rien n'est encore gravé dans le marbre. Certaines personnes ont plaidé pour qu'une Ukraine d'après-conflit fasse partie de l'État de l'Union, tout en soulignant que, pour être économiquement viable et ne pas peser sur la Russie et la Biélorussie, l'État ukrainien devrait avoir accès à la mer Noire. Mais l'Ukraine ne pourrait jamais être gouvernée par qui que ce soit qui serait entaché par le poison Zelensky. Il faudrait un gouvernement entièrement nouveau, russe, choisi par la Russie et placé sous le contrôle total de la Russie. Parce que la Russie ne peut pas permettre à une Ukraine hostile ou neutre d'avoir accès à la mer Noire. La seule façon pour l'Ukraine d'y avoir accès, c'est d'être une Ukraine soumise ou une Ukraine politiquement alignée sur la Russie. Et c'est dans cette direction que nous allons. C'est une défaite totale, potentiellement une destruction totale de l'Ukraine. Et les États-Unis ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Nothing the United States can do to stop it.